Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu l'impression d'avoir réussi une seconde? Quand j'ai été nommé PDG de Boursorama, par exemple, c'était un achievement. Et du coup, on a vendu ça à 260 millions. Quand je démissionne de Boursorama pour publier ce livre sur l'affaire Kerviel, et que je redescends dans l'ascenseur et que je suis dans la rue, là, j'ai un grand moment de solitude. Et tu relativises tout. Finalement, je suis bien en train de marcher dans la montagne, au milieu de la nature et des animaux. Tu es à la Société Générale, vous recevez un coup de fil, vous apprenez que la Société Générale peut perdre entre 10 et 15 milliards. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as cette information et que tu sais que tu vas devoir gérer ça? Il est probable que le système bancaire s'écroule et que la cause vienne de là. En 2008, une prise de position de Jérôme Kerviel de 50 milliards d'euros a failli coûter la faillite de la Société Générale, mais cette crise a été gérée par notre invité de ce jour, qui quelques années plus tard devient le PDG de Boursorama, puis un peu plus tard encore fonde les fameux comptes nickel qui ont permis à 2,5 millions de Français d'accéder au système bancaire. Notre invité de ce jour ne serait pas là s'il n'avait pas une passion sport. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est à la montagne et on va faire du ski et discuter avec Hugues Lebray qui nous rejoint dans le Business Ride. Salut Hugues! Salut Quentin, tu vas bien? Ouais, super, et bonne toi? route? Ouais, c'était top. Passé Ouais, vous êtes très levé bien. tôt, hein? 6 On heures, s'est levé c'est ça? hyper tôt, mais ça vaut le coup parce que je crois que la météo est avec nous aujourd'hui. Ouais, vous êtes parti de Chambéry, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, Chambéry, on a pris la voiture, on a réfléchi à ce qu'on voulait dire, toutes les questions qu'on voulait te poser. Bon, bah Et génial. du coup, maintenant, on a Super. toute la matinée pour le faire. Bon, bah welcome, bonjour Paco. Allez-y, entrez, donc je passe devant, c'est Ouais, ça? vas-y. Ok. Vas-y. Donc là, il y a le matos de ski, Ok. et on va aller se mettre tranquille dans le salon. Vous prenez quoi? Un petit café, un petit thé? Avec plaisir. Café, thé? Ouais. T'es hyper bien installé là. Ouais, et puis on est surtout ski au pied. On Ouais. est très copains avec tous les voisins, tout le commerce. Il y a beaucoup d'anglais ici. Ouais. Et du coup, les voisins du bas habitent Londres, mais ils viennent en voiture de Londres. En voiture. Ah, ils sont Ouais. courageux. Ils mettent mais qu'une dizaine d'heures, tu vois, c'est moins que ce que j'imaginais. Ok. Mais non, c'est sympa. Et puis les commerces en bas, on les connaît depuis 20 ans. Ouais. Donc, Oui, j'ai vu ça parce que pour info, j'ai loué mes skis grâce à Hugues qui connaît vraiment tout le monde. Donc la patronne m'a prévenu, je savais que vous alliez m'appeler, j'ai bien été reçu. Donc ça se voit que tu connais ton bien, territoire. bien. Ouais. non, et en fait, ils suivent toutes les randos et chaque jour, ils nous demandent alors, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. Et C'est génial, c'est pratique. Géraldine, la fille du Spar, m'appelle le guide. Ok. Alors voilà, un petit café. Tu prends du sucre ou pas? Non, merci. Ok. Alors du coup, Hugues, qu'est-ce que tu as prévu pour nous comme itinéraire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai prévu une belle rando Ok. avec un paysage magnifique. Donc on va monter en haut de la Masse, qui est à 2950 mètres. On va redescendre un petit peu en ski. On va prendre une petite crête hors piste. Et puis on va marcher un petit peu avec ski sur les épaules. Et ensuite, on va mettre les pots de phoque et on va monter pendant une petite demi-heure. Ok. Et on sera en haut d'un mont qui s'appelle la Gratte, qui est à 2650 mètres. Et là, ce que j'adore, c'est qu'il y a un paysage à 360 où on voit à la fois du côté des écrins de la Meige ou alors des aiguilles d'Arves. Et puis de l'autre côté, on voit le Mont Blanc et la Grande Casse. Donc c'est vraiment à 360 degrés qui est absolument magnifique. Avec un peu de chance, il y aura encore du soleil puisque ça va se couvrir cet après-midi. Et puis ensuite, on va descendre en hors-piste, tranquillement, des pentes à moins de 30%, face nord, pas dangereux. Même si la neige commence à être un peu transformée parce qu'il fait chaud maintenant depuis quelques jours. Il a beaucoup neigé il y a une dizaine de jours, mais aujourd'hui. Et du coup, on va descendre tranquillement jusqu'à un petit hameau qui s'appelle le Bétex, qui est au-dessous des Ménuires. Puis après, on remontera tranquillement sur les pistes. Bon, tu seras sympa avec moi parce que je suis pas aussi bon que toi en ski. Ouais. Ah bah j'en sais rien, on verra, tu sais. Moi je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils sont pas bons et je me méfie encore et je me méfie encore plus des gens qui disent qu'ils sont bons parce qu'en fait tout est relatif dans la vie et tu sais pas le niveau de l'autre quoi. Mais ça fait combien de temps que tu skis dans le coin toi? Ah bah dans le coin ça fait une trentaine d'années Okay. et j'ai acheté ici en 2006 tu vois donc ça fait 20 ans pile, 20 ans pile et j'ai la chance de skier plus d'un mois par an. Et t'as un petit niveau quand même. Et du coup, je commence à me débrouiller. Ouais. Je commence à me débrouiller. Je commence à me débrouiller, ouais. Non, et puis surtout la montagne, mais on en parlera tout à l'heure. Mais pour moi, c'est synonyme de bien-être et de ressources. Et quand dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Et c'est l'un des thèmes de mon livre sur la traversée des Pyrénées. Et en fait, chaque fois que je suis au fond du trou, je viens ici 10 jours.
et je reviens, j'ai la patate, quoi. C'est-à-dire que ça change tout, ça remet les pendules à l'heure, ça remet toute la tête, tous les muscles dans le bon sens, et tu relativises tout. Bah, finalement, je suis bien en train de marcher dans la montagne, au milieu de la nature et des animaux. Et du coup, tu as beau avoir eu des tas de sujets personnels ou professionnels, tu viens en montagne, tu marches, au bout de 10 jours, tu es réparé. Et du coup, tu as besoin d'y retourner tous les combien pour maintenir cette hygiène? Ah bah, j'y suis tout le temps en fait. C'est-à-dire que je vis entre Paris, le Pays Basque et les Alpes. Et quand je suis au Pays Basque ou dans les Alpes, je suis en montagne à mi-temps. C'est-à-dire soit en pot de phoque, soit en ski de fond, soit en ski de piste l'hiver, en vélo. En fait, je fais qu'un seul sport, je grimpe des montagnes. Et je les grimpe en vélo l'été et en pot de phoque l'hiver. Donc c'est quoi le et vélo? Je les grimpe à pied. Vélo de route. Ok, ah oui, voilà. D'accord, vélo de route. Okay. Et du coup, j'ai un objectif annuel, c'est que j'ai un groupe de vélos qui s'appelle les Amis de la Pédale. Ok. Alors qu'on appelait avant les forçats de la pente, mais on trouvait que c'était un peu, voilà. Et du coup, on s'entraîne pour passer une semaine ensemble, et on va dans les Pyrénées, on va dans les Alpes, on va dans les Dolomites, on va dans le Vaucluse, et on fait les grands cols pendant une petite semaine tous ensemble. Et en fait, pour arriver à les faire sans trop souffrir, parce que le vélo ça tape dans les cuisses, il faut s'entraîner, et du coup il faut commencer à s'entraîner en vélo vers le mois de mars, 2 fois par semaine, pas des gros trucs, mais 65 km, 1000 mètres de dénivelé, et tu fais ça 1 ou 2 fois par semaine, en 6 semaines t'as un bon niveau, quoi, tu vois. Le vélo, juste après la saison de ski, donc juste après la saison de ski, voilà, j'enchaîne. Donc j'ai un cardio qui est assez bon toute l'année, quoi, normalement. C'est quelque chose que tu suis, t'es plutôt data ou pas du tout? Non, je suis pas du tout data et je suis pas du tout compète en fait. C'est-à-dire que je me mets pas sur Strava, sur choses comme ça. C'est-à-dire que moi je suis sport plaisir. C'est-à-dire ce que j'aime c'est l'extase devant la nature, c'est prendre mon temps, si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Je cherche pas du tout la perche, je cherche pas du tout l'exploit, je cherche pas du tout à abîmer mon corps en le surexploitant. Je cherche à avoir un bon niveau qui me permet de me faire plaisir, mais je cherche pas à battre un record, je cherche pas à escalader des monts de plus en plus haut. Je préfère la moyenne montagne qui est beaucoup plus jolie. Je cherche pas à battre des records. Je cherche à être en forme physique pour pouvoir me faire 3-4 heures de vélo ou de rando en étant bien et sans souffrir et sans avoir mal aux pattes le soir. Ce qui est génial. Ce qui est peut-être lié à mon âge aussi. Que tu as et que tu as eu, il faut aussi tenir compte de ça. Quoi. Et en fait, il y a d'autres choses. Et donc, quel est mon projet pour les 30 prochaines années? C'est de continuer à avoir quelques neurones excités et à accompagner des jeunes entrepreneurs et puis à continuer à superviser quelques boîtes. Et puis, c'est avoir un sport régulier qui demande un certain engagement, mais pas excessif. D'accord, l'entretien, et puis si c'est ce que tu aimes, si c'est ce qui t'anime et ce qui te recharge les batteries. Et j'ai un plaisir inouï dans la nature et dans la montagne, quoi. Il y a quelque chose que j'aime bien faire quand je fais des business rides, c'est que tu nous invites chez toi et c'est très sympa, mais j'essaye de regarder ce qu'il y a autour de moi pour comprendre ce que ça peut dire de toi et te faire réagir. Donc si tu viens, je vais un peu scruter ce qui se passe ici. D'abord, je vois un jeu d'échecs, donc tu dois être joueur. Ouais, je suis joueur, je joue beaucoup. Quand mon fils est né, là, on joue presque tous les soirs. On dit on se fait une petite partie et il est très agaçant parce qu'il gagne 2 fois sur 3. Je dis 2 fois sur 3 parce que je suis malhonnête. Et du coup, je suis assez jeu de société, jeu d'échecs. Il y a pas mal de jeux de société. J'ai un fils qui crée des jeux de société. Qui crée des jeux de société? Il y a pas mal de... Qu'est-ce qu'il a créé? C'est quoi ton jeu préféré qu'il a créé? Là, il est au Festival de Cannes en ce moment. Et il a un jeu qui s'appelle Flamingo et qui est un jeu qu'il essaye de vendre à des éditeurs de jeux et que je trouve très ludique. Donc s'il y a des éditeurs de jeux qui nous regardent, Flamingo, voilà, exactement, Flamingo, il faut regarder. Okay. Et puis sinon, tu as pas mal de livres de montagne. J'aime beaucoup les récits de montagne. Alors ici, j'ai pas toute ma bibliothèque parce que je la divise en J'imagine, il faut un peu d'évasion quand tu es à Paris aussi. Donc, et du coup, tu as des BD, d'auteurs. Et puis tu as pas mal de livres de montagne. Mais alors, mon préféré, ça, si vous ne l'avez pas lu, c'est ça, c'est Les Sommets des Dieux. Et du coup, c'est des mangas. Alors là, par contre, c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est des exploits, c'est les premières conquêtes de l'Everest. D'accord. C'est en manga et c'est extraordinaire. C'est marrant, un manga. Et c'est Taniguchi. Alors il y a 5 tomes, mais ça c'est exceptionnel.
Est-ce qu'il y a tes livres dans ta bibliothèque? Alors non. C'est intéressant. En fait, c'est marrant parce que, alors ça n'a rien à voir, mais j'ai vu une interview de Catherine Deneuve où elle disait je regarde jamais mes films, je n'aime pas dans mes films, tu vois, quelque chose comme ça. Alors moi, c'est un peu comme ça sur les films, mais les livres, j'aime pas les relire. Et puis, j'aime pas trop, quand j'ai des amis et tout, faire regarde, c'est mon livre, etc. Ouais, du je coup, comprends. je les mets pas dans ma bibliothèque. Je Ouais. les mets pas dans ma bibliothèque et je considère que les gens qui ont envie de le lire, ça doit être un acte qui est un acte choisi. Et puis ils l'achètent et puis s'ils veulent, je le signe, mais je pousse pas. Je pousse Ouais. pas. Ouais. Bon, on en Ouais. discutera des livres. On Ouais. garde ça pour plus tard, mais Ouais. je veux te parler de ça parce que c'est quand même un super fait. Ouais. Bon, là, il y a des photos de ta famille, je comprends Ouais, que donc c'est c'est important. photos de la famille, c'est important. Mais ça, Ouais. c'est les photos de quand on est arrivé en 2006-2007. Ok. On venait de faire un voyage aux États-Unis, donc c'est les enfants et ma femme et moi quand quand on est arrivé dans cet appartement. D'accord. Et puis sinon, c'est quelques. Alors si, ça c'est très important. Ça, c'est une photo d'Olivier Goy. Tu D'accord. connais Olivier Goy? Non. Et Olivier Goy, c'est lui qui avait monté October, et tu sais, qui est atteint de la maladie de Charcot. Et du coup, il a fait le film L'Invincible été, il a fait un livre avec Anne Fulda, il est maintenant dans toutes les émissions, il a décidé que la vie devait être belle, et que déprimer, c'était la double peine. Donc il a décidé de s'engager, alors que son corps se fige et la tête reste intacte. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est au profit de l'Institut du cerveau. D'accord. Et il a levé des dizaines de millions, mais il privatise l'Olympia, le Grand Palais, il a des émissions, il a monté le groupement des Invincibles, il travaille sur l'intelligence artificielle pour recomposer les voix. Et il vient de mettre en libre service un logiciel qui permet aux gens qui ont perdu leur voix de reparler. Tu vois, Ah, c'est wow. c'est un garçon qui est extraordinaire. Et du coup, j'ai acheté cette photo qui a été prise par Olivier dans l'Antarctique et au profit de l'Institut du cerveau. Donc pour moi, cette photo a beaucoup de C'est marrant, signification l'impression que et c'est beaucoup petit. d'importance. Et quand tu vois le canot là, en Voilà, fait, tu te rends c'est compte, ça. c'est énorme. Voilà. Et du coup, Ah ça oui. c'est un des objets. Et j'ai mis un ours blanc devant parce que c'est l'Antarctique. Ouais. Et c'est une sculpture, c'est une copie d'une sculpture de Pompon. Donc ce sculpteur des années Belle Époque qui simplifiait complètement les objets. Et est-ce que là, on est devant ton bureau? Alors là, on est local. devant, c'est là que je me lève à 6h tous les matins et que je commence par la lecture. Alors bien sûr, paysage de montagne, je commence par la lecture de la presse. D'accord. Et depuis 40 ans, je commence ma journée par lire les Échos tous les matins. Ouais. Ok. Ouais. Donc les Et Échos, 6h du matin, Ouais. tous les jours. Tous les jours. Les Échos avec un petit café et puis après je peux démarrer la journée, quoi. Ok. Mais j'ai besoin d'avoir les actualités, voir ce qui s'est passé. Et puis je connais beaucoup de journalistes parce que mon premier job c'était journaliste. Oui. Et puis après j'ai travaillé dans la communication longtemps. Puis j'étais directeur de la communication pendant longtemps d'un grand groupe bancaire. Et du coup mon rôle était d'être très proche des journalistes. Donc je connais beaucoup les journalistes. Ça me fait plaisir de lire leurs signatures et je peux presque, certains journalistes, reconnaître qui a écrit avant de voir la signature. Comment, Ouais. comment, selon leur Et style. du coup, non, c'est Ah, important pour d'écriture. moi de me tenir au courant et de lire la presse. Donc, dans mes bookmarks, j'ai pas mal de journaux. Donc les Échos, aussi. c'est ton go-to pour Ouais. lire la presse Ouais. en France. Ouais. Et Sud-Ouest. Après les Échos, je lis Sud-Ouest. Ok. Alors les Échos, ça me prend à peu près 20-25 minutes et Sud-Ouest, ça me prend 10 minutes et je lis surtout les parties sur le Pays Basque. Ok. Ouais, bah oui. Voilà. Donc les Échos, c'est le pro et le pays et l'intérêt perso Voilà. dans le Et sud-ouest. sinon, je browse entre quelques sites, mais je lis surtout des livres et des romans, et je suis un grand lecteur. Et du coup, ma concentration d'actualité, je ne regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, ma concentration d'actualité, il est sur ce moment du matin, qui est la presse. Ouais. Puis après, je me libère l'esprit du brouhaha et de l'intox. Et puis, je lis plutôt des romans, et je trouve qu'on comprend mieux la société à travers les romans qu'à travers les médias d'infos en Intéressant. continu. Et du coup, je suis un peu désintoxiqué de la lessiveuse. Bon, aujourd'hui on est samedi, c'est quoi les 3 news de la journée à retenir? Ah bah là c'est terrible parce que c'est le début des bombardements d'Israël en Iran, donc ça c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis il y a eu un accident d'avion en Bolivie ce matin. Par contre, il y a un début de reprise de la consommation en France, donc ça c'est plutôt positif. D'accord. Et du coup, on va essayer d'inverser cette spirale de croissance trop molle. Et puis, j'ai beaucoup aimé la soirée des Césars et la performance de Benjamin Laverne. Je suis assez cinéphile et j'ai trouvé qu'il avait fait une performance exceptionnelle comme animation des Césars. Je ne sais pas si tu as regardé. Ouais. J'ai pas vu j'ai pas regardé la cérémonie encore. Voilà, avec Jim Carrey comme invité. Et du coup, Il paraît qu'il a été donc très c'était bon assez aussi, sympa. Jim Carrey. Ouais. J'ai lu la presse notamment Ouais. disait ça. Mais, Et je suis assez d'accord avec le palmarès de cette année. L'attachement, c'était un très bon film. J'ai beaucoup aimé
le chant des forêts aussi, Ok. qui était très très beau. Puis Il y a un j'avais vu cinéma le ici film à sur le Mérimel? vélo. Non, il n'y en a pas. Ah, Il y en a aïe, pas. aïe, aïe, Ouais. aïe, aïe, aïe. C'est toi qui l'as fait faire ce bar ou il était Non, déjà mais là? le bar et la cuisine, c'est sympa d'avoir une petite bouteille. C'est sympa de prendre des petits. Et il y a la chartreuse. Des petits alcools. Et alors, il y a bien sûr les chartreuses. Alors, il y a la verte qui a plus d'une centaine d'herbes, mais qui est à 55 degrés, donc il ne faut vraiment pas abuser. Et puis, c'est un peu contre-indicatif avec le sport. Et puis, il y a la jaune qui est que à 45 degrés, qui est un petit peu moins parfumée. Et du coup, c'est vrai qu'en discutant le soir avec des copains dans les canapés, C'est autour partie du de feu, l'ambiance. c'est sympa de prendre une petite chartreuse. Ouais. Mais si tu en prends plus de 2, tu dors plus la nuit. Donc voilà, une, c'est bien. Ouais, c'est chartreuse, c'est costaud. Ouais. Ah, c'est génial. Bah écoute, ce Donc que je te propose, avant de passer à la chartreuse, c'est d'abord d'aller faire On va d'abord notre skier, sortie. et puis on boira un Et puis verre après, on verra. D'accord. Ouais. Bah, super. Quand on monte en pot de phoque, souvent on est l'un derrière l'autre plutôt que l'un à côté de l'autre, puisqu'on est dans une trace. Et celui qui n'est pas dans la trace, il rame parce qu'il lève le ski plus haut et il s'essouffle plus vite, quoi. Donc ça, c'est quand la neige est très poudreuse. Et quand elle est très poudreuse, tu montes le ski et tu te retrouves 10 cm devant, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de monter. C'est comme ça que pendant Covid, il n'y avait jamais de traces. Nous, quand on sortait, c'était tout le temps nous. Alors, celui qui était devant, ça tournait parce que c'était lui qui avait le plus de mal, quoi. Là, je suis venu en novembre avec ma fille. Il avait neigé 50 cm. Il n'y avait pas un chat. On a fait les traces, mais on se reliait tous les 100 mètres, quoi. C'est-à-dire que c'est épuisant. En fait, le truc mortel, c'est l'avalanche, quoi. Bon, après, tu peux avoir pas de bol comme Schumacher et te trépaner avec ta GoPro, mais Ah, c'est ça qui est arrivé? ouais, en fait, il est tombé de face, la tête sur un rocher, le casque, Ouais. mais il avait sa GoPro sur le casque. Et en fait, la tige du GoPro lui rentrait dans le crâne. En fait. Non. C'est ça qu'il a. Et il allait pas vite et il était sur un bord de piste, quoi. On a installé notre petit salon C'est localement pas mal. après cette ascension. Merci de nous avoir emmenés jusque-là. Tu veux boire un petit coup? Parce Avec qu'on va grand quand même plaisir. grimper, Bah oui, hein, regarde, on a nos petits. Je te dis pas ce qu'il y a dedans, hein, mais. On a vu la réserve de Chartreuse au chalet tout à l'heure, mais non, je pense que tu nous as pas fait ça. Merci. Ah, il y a la fumée, ça réchauffe bien. Ouais, on va prendre un petit coup de chaud parce qu'il fait frais quand même là. Ouais. Donc on est en haut du col de la Gratte. Ok. À quelle Au-dessus altitude? des Minures. Alors on est à 2650 là. D'accord. Et 2605. c'est une très jolie balade parce que on voit à la fois le Mont Blanc, la Grande Jorasses, la Grande Casse de la Vanoise, Mont Blanc, les glaciers ouais. de la Vanoise. Ouais. Et de l'autre côté, on a les écrins, la Meige, les aiguilles d'Arves, qu'on est vraiment un joli 360 avec toutes les Alpes, quoi. C'est vraiment Tu super. m'as raconté tout à l'heure pendant qu'on skiait que tu t'amusais à apprendre le nom de tous les pics. Ouais, bah en fait, qu'il y avait dans le coin. j'aime bien savoir où je suis d'une manière générale. Et quand j'arrive dans un endroit, je regarde les cartes. Alors, je sillonne tout, à la fois en rando, en vélo ou en ski. Et puis, j'aime bien connaître le nom des lieux et savoir me repérer. Et du coup, j'ai une petite appli qui est vraiment top et qui me permet de regarder quels sont les monts. Alors, je les prends en photo. Et puis, ça s'appelle Peak Finder. Et puis après, bah, je regarde et je vois les monts que j'ai vus et je les apprends comme Tu ça. les apprends avant de te comme ça, coucher, voilà. tu comptes les monts. Et je fais ça dans les Pyrénées, je fais ça dans les Alpes, je fais ça partout, quoi. Ça marche pas à Paris, quoi. On voit que Montmartre. Cool, bon. Oui. Bah là, on est du coup au sommet. Ma première question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie
On va en faire, pour ceux qui ne te connaissent pas, l'histoire, mais où tu as eu l'impression d'avoir réussi une seconde dans ta vie, où tu as eu l'impression d'avoir réussi, où tu as l'impression d'être au sommet. Plusieurs fois, mais sachant que c'est toujours éphémère. Et j'ai toujours su que c'était éphémère, donc je ne me suis jamais pris la tête avec ça. Mais c'est vrai que quand j'ai été nommé PDG de Boursorama, par exemple, c'était un achievement. Donc le jour de la nomination. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, en fait, pas le jour de la nomination officielle, mais le La jour sortie, où ouais. le PDG de la Société Générale me l'a annoncé. Donc je me suis dit, c'est cool, quoi, parce que j'ai démarré comme journaliste au SMIC, Ouais. et puis 15 ans après, je suis PDG d'une banque, tu vois, et Ouais. j'avais pas du tout prévu ce schéma-là. Mais en même temps, Qu'est-ce que tu as fait le soir de... Bon, déjà, santé pour ça, bravo. Et merci pour le thé. Et qu'est-ce que tu as fait le soir de ta nomination officielle? Tu te souviens? Pas grand-chose, parce que en fait, je suis quelqu'un qui relative tout le temps. Ok. C'est-à-dire que je connais les échecs, je connais les hauts et les bas, et la vie, c'est toujours Sisyphe, tu sais, tu as la pierre qui descend, et puis tu la remontes. Et Tu as lu le livre? Et dans mon dernier livre sur la traversée des Pyrénées, je traite le sujet des hauts et des bas, en racontant ceux de mon père, en racontant les miens. Et je sais très bien que tout est éphémère et qu'il ne faut jamais se la péter, quoi. Et du coup, j'étais très content, mais aussi conscient de l'ampleur de la tâche, parce qu'il fallait lancer la banque en ligne, tu vois. Ouais. Et c'était un broker en ligne qui avait racheté un C'était un site broker à la d'information base. financière. Ouais. Et, C'était un blog qui est devenu un broker, qui est devenu une banque. En fait, c'était une entreprise interne de Société Générale qui s'appelait Fumatex, qui avait été incubée en interne. Parce que je m'occupais de l'innovation, on faisait émerger des nouveaux business models. Il y en a qui ont réussi comme Fumatex qui est devenu Boursorama, et d'autres qui ont bien moins marché comme Click Option ou Nabab. Mais on faisait naître des startups internes à l'intérieur du groupe Société Générale à partir du début des années 2000. Fumatex, on l'a mis en bourse début 2000. Ils ont racheté le site Boursorama, qui était un site d'information financière, qui avait 3 millions de visiteurs uniques, donc c'était énorme à l'époque. Par quoi? Par jour? Non. Oui, par jour. Par jour. Wow. Et ouais, parce que tout le monde regardait tous les cours de bourse sur Boursorama, en fait. Ouais. Et du coup, le broker a pris la marque, a racheté le site d'information, a pris la marque qui était beaucoup plus forte. Et puis après, on a racheté comme Rex, Eltrade. Et c'est quand on a racheté KXA Bank en France qu'on l'a transformé en banque en ligne beaucoup plus tard, en 2006. Et là, on a lancé les débuts d'offres de banque en ligne. Et moi, quand j'ai pris la présidence, le but, c'était d'accélérer et d'aller chercher un maximum de clients, ce qu'on a fait, quoi. Donc PDG de Boursorama, un des sommets. Ouais. À quoi d'autre tu penserais? Le deuxième, c'est quand Nickel est devenu rentable, parce qu'on a tellement eu de hauts et de bas, on a tellement failli mourir par manque de cash cette fois, qu'au moment où tu sens que la boîte est sauvée, tu vois, tu fais la dernière levée de fonds, et là, tu as suffisamment de cash pour arriver au point mort, tu as toujours de la croissance, tu as de cash pour tes fonds propres réglementaires, et là, tu dis, on va y arriver, quoi. Et là, tu te souviens de ce alors que moment-là. pendant 5 ans, c'était un énorme stress. Je me rappelle tout 2014, tout 2015. Attends, dis pas tout, parce qu'on va parler de Nickel, et les gens, ils veulent savoir. On va faire un chapitre sur Nickel. D'accord, vas-y, alors. Donc Nickel, Boursorama, tu penses à un troisième, un dernier? Non, les deux. Alors, okay. La première fois que j'ai publié un article, ça m'a fait... Donc plutôt au début de ta carrière. Tout au début de ma carrière, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'ai écrit un truc, c'est publié, c'est lu par des gens, donc c'est pas trop mal, tu vois. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir fait un petit achievement. Mais professionnellement, j'ai toujours eu du plaisir. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a manqué après, puisque j'ai fait 10 ans dans les groupes de communication ou dans l'agence que j'avais créée. Chaque fois que j'ai gagné un pitch, j'avais une grosse joie. Ça fait plaisir de gagner la private de France Télécom. Là, c'est un gros dossier, un gros truc. Tu as bossé dessus pendant 6 mois. Tu gagnes, là, tu as une joie qui est immense et tu as une certaine fierté à avoir emporté le truc. Puis après, il faut livrer, il faut délivrer, etc. Mais mes 2 gros achievements, c'était Boursorama et Nickel, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose en France sur la démocratisation de la banque en ligne. Et puis le lendemain, ça redevient comme avant, puis tu repars dans le boulot. Et puis quand je démissionne de Boursorama pour publier ce livre sur l'affaire Kerviel, et que je convoque le board et que je démissionne en board pour publier librement, et que je redescends dans l'ascenseur et que je suis dans la rue, là j'ai un grand moment de solitude. C'est-à-dire que ça fait quelque chose de... Là c'est l'inverse. Tu dis, waouh, est-ce que j'ai bien fait? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement, ce qui se passe derrière, c'est nickel. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de l'avenir, on a toujours peur de ce qui va se passer si on prend cette décision. Mais en fait, il se passe toujours des choses. Et la seule manière de voir ce qui va se passer, c'est de le faire, c'est d'y aller. Donc
juste y vas, et puis après tu t'adaptes, tu pivotes, tu rencontres des gens, il faut avoir une certaine confiance. Et en fait, j'adore l'idée de, quand tu sors, alors je pousse pas les gens à démissionner, il y a des très belles carrières dans les boîtes et tout ça, mais quand tu sors d'une boîte avec son couvercle, c'est une boîte, et tu es introverti, c'est-à-dire que tu vois 80% de ton temps, c'est avec des gens de la boîte, tu vois. Puis tout d'un coup, quand tu enlèves le couvercle et tu sors, tu rentres dans un univers de possibles, et tu rencontres des tas de gens, et en fait, tu provoques le hasard, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui se créent au fil des rencontres, qui fait qu'à un moment, il y a des choses qui se cristallisent, et ça, tu peux pas le prévoir. C'est ce qui fait peur. Mais de toute façon, ce qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est ce que tu connais pas et qui va se passer demain. C'est-à-dire que tu peux programmer tout ce que tu veux, même avec de l'intelligence artificielle, l'avenir est toujours incertain, et il est toujours différent. Et du coup, ça demande beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'humilité aussi, et puis se dire si je me trompe, je vais essayer un autre chemin. C'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Il se passe toujours quelque chose. C'est les grands moments. Ouais. Moi, je me rappelle quand je prospectais des clients, je me disais pas je vais vendre tout de suite. Je vais le voir, on va s'apprivoiser, et dans 18 mois, il se passera quelque chose. Tu vois. Mais jamais je me suis dit, voilà, il faut savoir créer le contexte, l'environnement, s'approcher comme dans le Petit Prince de Saint-Exupéry avec le renard, tu vois. Il faut faire un pas, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller direct frontalement, mais il faut rencontrer beaucoup de gens, discuter, puis il y a des gens avec qui ça se cristallise, avec qui ça se passe, puis il y a des gens avec qui il ne se passera pas, et il ne se passera jamais rien, et c'est pas grave, quoi. On va monter un podcast, ça s'appellera En haut de la montagne, leçon de vente avec Hugues Lebray. On va apprendre la vente en haut de la montagne. Pour continuer, ce que je propose, je vais te présenter comme sachant moi. Quand on est en haut, après on descend. Et après on descend, il faut trouver une montagne plus haute, c'est ce qu'on essaie de faire. Je vais te présenter comme je te connais, tu vas me corriger si je dis des bêtises. Et puis après, je vais te demander de te présenter comme les gens ne te connaissent pas, avec que des choses que je n'ai pas encore dites. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hugues Lebray, c'est un entrepreneur français qui a commencé effectivement en tant que journaliste le début de sa carrière, qui a monté plusieurs entreprises, mais finalement la plus connue, c'est les Comptes Nickel dans les années 2012, par là. Dans ça, 2012, oui. Et en fait notable, je pense qu'on peut parler de la direction de la communication de la Société Générale à une époque de crise notamment, et l'affaire Kerviel que vous connaissez probablement, la direction, la présidence de Boursorama Banque, avec l'ascension qu'on lui connaît, parce que c'est vrai que Boursorama pour les gens au début c'était un site d'information, c'est devenu une banque très, je ne sais pas combien il y a tu nous diras d'adhérents, mais très réputée, et puis Nickel qui donne accès à la banque à 2,5 millions de personnes. Alors on est 5 millions maintenant. Maintenant c'est 5 millions, ouais. Donc à l'époque, à des gens qui étaient débancarisés, je ne sais pas si le mot existe, et que tu fais ça. Donc ça pour moi c'est les grandes lignes que je retiens. On s'est trompé là-dessus parce que c'est pas ça les clients, mais on y reviendra. On y reviendra, ok. Et puis c'est aussi un amoureux du sport, et notamment du sport en montagne. Tout à l'heure tu m'as dit, moi mon sport c'est grimper les montagnes, en ski, à pied, à vélo. Et c'est ce qui nous amène là aujourd'hui, et c'est comme ça aussi qu'on s'est parlé au début. Ouais. Qu'est-ce que j'ai raté que j'ai pas dit de toi? Le plus important en fait, c'est que je suis un fils d'horticulteur provincial, et que j'ai un sens du terrain et de la terre, et un sens de l'autre, et que j'ai eu la chance d'être élevé en province, alors entre le Dauphiné et le Loiret, et du coup à la fois une province très agricole, le Loiret, une province très montagnarde dans le Dauphiné, et j'ai jamais eu de problème de contact avec les gens, quels que soient les niveaux, que ce soit ramasser les foins quand j'étais petit, ou que ce soit discuter avec tout le monde quand j'étais journaliste. Et finalement, je me suis jamais vraiment trop pris au sérieux. Et si quelque part dans ma vie j'ai pris des risques quand j'ai démissionné, soit de Publicis pour créer ma première boîte, soit de la Société Générale et Boursorama pour recréer Nickel derrière, j'ai toujours eu ce sentiment que le plus important dans la vie, justement, c'était pas la réussite, c'était pas l'argent, c'était le côté sociable, c'était le contact avec les autres, c'était la simplicité. Moi j'aime la simplicité. Je dis dans un de mes livres que je préfère un jambon beurre sur le zinc qu'un grand resto étoilé, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas vrai, c'est sympa de faire les deux, mais j'ai un vrai plaisir à aller prendre un jambon beurre sur le zinc et discuter avec les gens.
Et du coup, j'aime pas trop être défini comme un entrepreneur, et notamment un entrepreneur qui réussit, parce que je me sens quelqu'un de très simple, et je sais que la réussite est éphémère, et je sais qu'on termine tous de la même façon, de la manière la plus dénudée possible. Et du coup, je suis pas du tout ni dans le sport où je cherche pas la performance, ni dans la vie où je cherche à avoir toujours plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, je trouve que c'est bien. Et je suis plutôt quelqu'un qui cherche à bien gérer les équilibres, et être bien dans sa tête, bien dans son corps, et bien avec ses amis et sa famille, quoi. Ouais, des réussites et des réussites qui existent surtout par ce que tu as tenté, des petits échecs le long de la route qui font que tu rebondis. Je me posais une question ouais. quand j'ai préparé Ouais. notre discussion. C'est tu es à la Société Générale, vous recevez un coup de fil, vous apprenez qu'il y a une position de 50 milliards, je crois à l'époque, que la Société Générale peut perdre entre 10 et 15 milliards. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as cette information et que tu sais que tu vas devoir gérer ça? Bah d'abord, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que tu... Et du coup, tu n'as pas envie d'entendre ça, tu n'as pas envie de vivre ça, tu sais pas comment tu vas le gérer. Et en fait, tu prends conscience du risque énorme. Tu te dis, si on tombe, c'est une banque systémique, on fait tomber toutes les banques, Eh et oui. on crée une crise de l'impact de 1929. Là, tu t'es dit, Et du la coup- France le système bancaire va s'écrouler. Et on se dit, il est probable que le système bancaire s'écroule et que la cause vienne de là, et vienne de nous. Et on se dit, comment on gère? Et en fait, tu hérites de 50 milliards de positions directionnelles dans des marchés avec le subprime qui dévisse de 8% par jour. Donc tu perds 4 milliards par jour. Et ta banque, elle a 35 milliards de fonds propres pour couvrir le risque de ces 1000 milliards de bilan, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est des chiffres complètement délirants. Mais du coup, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Et du coup, il faut tout un processus pour d'abord arriver à se débarrasser de la tumeur et ensuite recréer le lien. Mais si on arrive dans les marchés à se dévisser, quand on va l'annoncer, ça va être la panique et les clients peuvent retirer leur dépôt des guichets, comme ça avait été le cas de Northern Rock en Angleterre juste avant, et ça peut retomber derrière, si Bien tu sûr, veux. C'est-à-dire ouais, que tu as plein de domino. manières. Ouais. Et du coup, c'est noir, noir, noir. Et en même temps, tu es dans le devoir de gérer, et tu es dans l'abnégation totale. Et en fait, l'erreur qu'on a faite et que beaucoup de gens ont fait, c'est qu'on a bossé 24-24 pendant 10 jours au départ. Et du coup, tu es complètement déréglé. Tu vois, il faut Ouais. vraiment voir les médecins tout de suite, prendre des Temesta pour dormir, parce que tu ne peux pas dormir. Tu rentres chez toi à 2h du mat, Ah ouais. tu dis il faut que je dorme, tu as mis ton réveil à 5h pour repartir au truc, et tu dors pas en fait. Et C'est du trop coup, important. c'est trop important, c'est trop dangereux, il y a trop de conséquences pour tout le monde, etc. Donc c'est juste infernal, quoi. C'est juste Qu'est-ce que tu as infernal bien à fait vivre. d'après toi? Alors d'abord, on l'a géré, c'est-à-dire que, un, on n'est pas tombé, deux, on a gardé la marque et les clients. Et on me dit tout le temps, tu avais une communication, c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire Kerviel contre l'institution. Mais nous, on n'avait pas de combat contre Kerviel. Kerviel, il avait un combat médiatique pour se blanchir vis-à-vis de l'opinion, ce qu'il n'arrivait pas à faire vis-à-vis de la justice. Et nous, il fallait, un, qu'on réussisse une augmentation de capital de 5 milliards, deux, qu'on remobilise l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils soient toujours on board et toujours confiants dans l'avenir de l'entreprise, et trois, qu'on évite que tous les clients se partent et que ça se vide comme un lavabo, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était tellement chaud et tellement risqué. Donc nous, on avait des objectifs très opérationnels qu'on a assez bien gérés. Et le détail de cette gestion, on me dit que c'est un thriller ou un page turner, c'est le livre que j'ai écrit la semaine où Kerviel a failli faire tomber le système financier mondial. Et j'ai voulu écrire ce livre pour montrer le comportement humain dans des situations de stress externe et comment gérer une crise de ce type d'ampleur. Donc c'est vraiment un manifeste de gestion de crise et un cas pratique de gestion de crise. Et je pense qu'on a bien géré la crise. Et je dis souvent que tu gères bien une crise si tu as bien bossé pendant 10 ans avec toutes tes parties prenantes. Tu connais tes investisseurs, tu connais tes journalistes, tu connais tes pairs, Ça tu se connais prépare, quoi. les C'est l'amont. chercheurs. C'est juste, tu connais les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation, ça se passe dans 18 mois après pour gagner ton client, mais là c'est pareil. Ouais. Tu as ta crise dans 5 ans, si tu as été bien, si tu as été professionnel, tu n'es jamais parfait, mais pendant les 10 ans qui précèdent, alors tu peux gérer la crise, parce que tu vas avoir des soutiens, parce que tu vas avoir des gens qui ont confiance en toi. Si tu as été un margoulin, que tu as fait n'importe quoi toute ta vie et que tu as une crise majeure, ben là tu es sûr que tu tombes au fond du trou. Vous l'aviez pas du tout vu venir. Ben non, c'était quelque chose de... Alors j'aime pas les images,
Je me suis fait engueuler par un nombre de copains, par un nombre de gens. Comment vous n'avez pas vu l'éléphant au milieu du couloir, mais tant qu'il gagnait, vous le laissiez faire, et puis, etc. Mais c'est juste, les gens ne comprennent pas qu'il roulait à Mach 5 alors qu'il était limité à 80 km/h. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même ampleur qu'on ne peut pas avoir l'imagination qu'on va détruire le World Trade Center avec de lames de cutter. Et est-ce que tu penses que c'est la bonne gestion de cette crise qui t'a permis d'être propulsé PDG de Boursorama plus Non, tard? ça m'a fait perdre 3 ans, ça. Parce que je devais être nommé début 2008. Donc il y a les débuts de tension sur la liquidité fin 2007 avec le début de la crise du subprime. La crise du subprime qui explose en janvier et Kerviel le 20 janvier. La chute de Lehman en septembre. Et du coup, Belle période. je me tape l'ensemble des gestions de crise. Le président de la Société Générale démissionne. Donc il y a le nouveau DG qui arrive. Et le nouveau DG me dit je ne connais pas bien tes sujets, donc est-ce que tu peux m'accompagner pendant 1 an? Donc finalement, j'ai pris plus de 2 ans plus tard la présidence de Boursorama que je devais prendre en 2008 et que j'ai pris fin 2009. Tu fais Boursorama, je le fais en accéléré. C'était dealé depuis 2006. Ouais. Ce que tu m'as dit en off, je sais pas si je me souviens bien, mais t'écrivais beaucoup pendant la crise. Tout le temps. T'écrivais beaucoup et ça t'a permis d'écrire le livre sur l'affaire Kerviel. Et puis surtout, il n'y a pas plus documenté qu'une cellule de crise. Ouais. Tu fais des réunions de pilotage 3 fois par jour et tu traites tous les sujets clients, médias, l'ensemble de ce qui se passe. Et du coup, tu as une documentation qui est énorme. Et moi, j'ai toujours beaucoup écrit, mais c'est mon origine de journaliste. Puis j'aime bien avoir de la mémoire, donc j'écris à la main dans des cahiers. Et je m'étais rendu compte au comité exécutif de la Société Générale, c'était quelque chose qui m'amusait, parce que j'étais 10 ans dans ce comité exécutif. Tu as des gens qui disaient dans une réunion qu'ils avaient dit à la réunion d'avant, et en fait ils avaient eu raison, parce que puis après tu relis tes notes, ils avaient dit l'inverse dans la réunion d'avant. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'aperçois que... Et du coup, moi j'avais besoin d'écrire pour comprendre, pour analyser. Puis je trouve très sain quand tu écris pendant la journée dans les réunions ce qui te paraît important ou ce qui te semble important, de le relire le soir, tu vois, c'est-à-dire que tu as une vraie synthèse. Donc t'écrivais vraiment à la main. Ouais, et je recommande à chacun de tenir un journal quotidien. Ça prend 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et c'est absolument vertueux, et ça donne plein d'idées, de nouvelles choses, et ça te permet d'avoir les idées très très claires sur tout. Donc pour moi, l'écriture, depuis que j'ai été journaliste au début, est quelque chose qui a été très important. J'ai toujours pris beaucoup de notes, d'abord pour comprendre, ensuite pour analyser, et puis ça m'a beaucoup aidé dans la vie, quoi. Ça tombe bien parce que tu nous as dit ça, on t'a ramené un petit quelque chose pour te remercier pour ton accueil. Je te donne ça, je te laisse regarder ce qu'il y a dedans. Moleskine. Normalement, Hugues a une petite idée normalement à ce stade, mais on ne sait jamais. Ah, bah, c'est super. D'abord, je ne m'attendais pas à ce que tu m'amènes quelque chose. En haut de la montagne. Ah bah voilà, mais c'est génial, mais tu sais que c'est exactement sur ça que j'écris, et j'écris au stylo plume noir. D'accord. Et j'ai toujours mon petit stylo plume cross qui est toujours dans mon cartable, et j'écris avec ça. Bah, c'est exactement avec ça que j'écris, quoi. Et bah voilà. Super, bah merci beaucoup. Donc ça te fait un petit super. souvenir, c'est signé sur la date du jour avec le Business Ride. Ah super, le Business Ride HLB, c'est quand même magnifique, quoi. Merci beaucoup, ça me fait très écrire plaisir. Pour réfléchir, je me suis dit que... Donc il va être avec moi pendant quelques mois. Il y aura de grandes idées dans ce petit carnet. Ah bah, génial, merci beaucoup. Donc je fais un accéléré, donc tu prends ces notes-là, tu décides d'écrire un livre petit à petit sur ce qui s'est passé sur cette non, affaire. c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je décide de mettre toute l'affaire derrière, on a géré la crise, c'est fait. Mais après cette crise, le président de la Générale est parti à la clinique Sainte-Anne, en clinique du sommeil, en dépression profonde. Et je redéjeunais avec lui tous les 3 mois après. Il a eu énormément de mal à s'en remettre. Et d'ailleurs, dans le documentaire qu'on a fait sur HBO, il dit qu'il s'en est pas parfaitement remis encore cette année. Tu vois. Et il me dit, vous devriez raconter ce qu'on a vécu, avec un immense sentiment d'injustice. Ah oui. Et ce que les gens ne savent pas, et ce que j'ai jamais dit, donc je peux le dire dans ce podcast, parce que maintenant il y a prescription, c'est que mon livre, il l'a relu. Avant. Il l'a relu. Ouais. D'accord. Parce que je voulais être sûr de ne pas dire de bêtises. Et j'avais envie de faire un livre qui, quelque part, racontait comment on avait géré cette crise qui était supposée ingérable, et racontait quel homme bien il était, et de le réhabiliter, même si c'est un livre où on voit beaucoup de force, beaucoup de faiblesse à tous les niveaux. Et en fait, moi je suis déjà PDG de Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale, mais qui est cotée en bourse, qui vaut 1 milliard en bourse, qui a 1000 collaborateurs. Et en fait, c'est le moment où il y a le procès Kerviel 3 ans plus tard, en 2010.
Et j'entends tellement de conneries dans les médias, tellement de conneries dans la bouche du trader. Ouais. C'est tellement pas la vérité, parce qu'il a un vrai problème avec la vérité, ce garçon, que je me dis, je ne peux pas laisser passer l'histoire. J'ai tous les poils qui se hérissent À chaque pendant fois. ce moment du procès. Mm. Je ne peux pas laisser l'histoire se terminer sans y apporter ce que j'ai vraiment vécu. T'as ma été impliqué contribution. toi dans le procès? Non, pas dans le procès, D'accord. mais j'étais dans les 5 qui étaient au courant dès le début de l'ensemble des trucs. Et dans la gestion de crise, j'étais complètement On n'a jamais dedans. fait appel à toi pour dire des choses. Non, parce que moi, je ne suis témoigner. pas un spécialiste des marchés. Mm. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est pas un Cluedo cette affaire. Ouais. C'est-à-dire que tout est tracé dans les ordinateurs. Une fois qu'on a vu les faux, une fois qu'on a vu. Et on peut C'était évident. Et on peut pas dire, on me laissait de faire tant que je gagnais, et passer sa vie à faire des faux pour cacher ses positions, quoi. Il y a un truc, soit on le sait, soit on le sait pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que et du coup, non, c'est juste une immense fraude. Il manque totalement d'humilité pour ne pas accepter de le reconnaître, alors qu'il a été condamné en correctionnel, en appel et en cassation. Mais c'est pas grave, c'est pas mon sujet. Et moi, je décide de publier ça. Et en fait, au moment du procès, je suis PDG de Boursorama, je me mets écrire toute la nuit et ça sort comme un geyser. Donc c'est pendant le procès que t'écris, le procès que t'écris tes premières Ouais, lignes. exactement. D'accord. Donc là, je reprends toute ma doc qui existait, toutes mes notes, etc. Et j'avais pas du tout l'intention. Moi, je voulais faire PDG de Boursorama pendant une bonne durée. Et je passe le bouquin à Daniel Bouton, l'ancien président. Il le lit. Il me dit qu'il est excellent alors qu'il fait jamais de compliments. Il me dit j'ai 7 onglets. Et il me corrige vraiment 7 points très techniques, très précis, etc. D'accord. Et je lui dis, et si vous étiez encore président de la Générale, comment vous réagiriez? Et il me dit, un seul critère, l'impact sur l'image de la banque. Et je lui dis, bon ou mauvais? Il me dit, excellent. Et du coup, je décide de prévenir le nouveau DG. Je lui passe le bouquin. Et il me dit, je le lirai pas, et si tu le sors, tu sors du groupe. Ouais. Et là, je me dis, le ressort est cassé. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance. Ouais. Et je lui dis, mets-toi dans la peau d'un chargé d'accueil en agence qui a souffert pendant cette crise, mets-toi dans la peau. Et tous les dirigeants, dans les gestions de crise, disent, allez, c'est fini, back to business. Mais non, les gens ont besoin d'analyser, ils ont besoin de comprendre, il y en a qui ont besoin d'aller voir des psys, etc. Et il y a besoin de ce travail d'analyse, de compréhension, ce travail que je fais. Et le paradoxe, c'est que je lui dis, bon, bah écoute, je vais publier, nomme un successeur, et je convoquerai un board de Boursorama, qui est une société cotée, et je démissionnerai du board. Mm. Je pouvais ne pas le faire, mais c'était important. Et il me dit, mais non, mais reste, mais sors pas le bouquin. Bon, et puis, moi, je me suis dit qu'il fallait absolument que ça sorte là et que j'avais plus confiance en lui. Et du coup, j'ai décidé de convoquer un board et puis de démissionner, de sortir le livre. Alors, je ne l'ai pas fait en kamikaze. Mon éditeur m'a dit, ne le sors pas parce que toi, c'est ta vie et moi, c'est un bouquin de plus. Et moi, j'ai fait signer des lettres de confidentialité au Monde, au Grand Journal à l'époque, qui était la grande émission télé, etc. Je leur dis, je vous passe le manuscrit. Soit vous prenez pas. Mais si vous prenez pas, vous l'avez pas lu ou vous l'avez pas lu, je ne sortirai pas le livre. Mais si vous prenez, je veux une pleine page dans le Monde et un appel de une. Je veux passer au Grand Journal le jour de la sortie. Je voulais être sûr d'avoir une caisse de résonance médiatique. C'est bon. Deuxième sujet, pas de problème juridique, je le fais lire par des avocats, etc. Et du coup, j'ai pas de problème, je vais pas avoir de référé, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas de sujet qui sera. Et puis troisième sujet, comme j'ai été entrepreneur à 30 ans, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Je me dis, je remonte une boîte, c'est pas compliqué Eh pour oui, moi. eh oui, Et entre-temps, j'étais 10 ans au COMEX de la Générale, j'étais PDG de Boursorama. C'est beaucoup plus facile de monter une boîte Bien pour sûr. moi maintenant que quand j'avais 30 ans. Et ce qui n'est pas du tout le cas, c'est pas vrai. Plus vieux, c'est plus dur. Pourquoi? Et puis, je vais y revenir, mais je Ouais. termine. Et puis, troisième Ouais. truc, j'appelle des anciens clients comme Stan de Bensman chez Devoteam, dont j'ai fait l'IPO quand je faisais de la communication et tout. Et je lui dis, si je démissionne et que je redémarre une boîte de conseil, est-ce que tu me donnes des missions? Il me dit oui. Donc, je savais que j'avais 2-3 clients, que je pouvais démarrer, donc je pars pas. Et comme les conditions étaient réunies, j'avais une caisse de résonance médiatique très forte, il n'y avait pas de problème juridique, et j'avais des nouveaux clients. Je me suis dit, ben voilà, je rééquilibre ma vie. Je gagnerai moins, ce sera moins prestigieux. C'est le côté terrien dont je parlais tout à l'heure. Et puis je publie ce livre parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis je remonte une boîte et puis je repars de zéro. Alors pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus dur quand tu as été un haut dirigeant de te vendre comme conseil que quand tu es un jeune qui a fait du conseil pendant quelques années. Pourquoi? Parce que les gens te voient comme un père, comme un alter ego, voire comme quelqu'un qui pourrait être meilleur qu'eux ou pas, Ouais, tu vois, ouais. et presque comme un concurrent, tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas le consultant, tu vois, t'es pas perçu. Et puis toi, tu as un ego qui est différent parce que tu as été dirigeant pendant des années. Et donc, tu attends un peu qu'on vienne te chercher. Tu as moins la niaque pour aller chercher. Moi, quand j'ai monté ma première boîte, je passais 30 coups de fil par jour. Ouais. J'allais démarcher, j'allais faire, etc. Et tout d'un coup,
ça m'a paru plus difficile. Et puis tu as un niveau de vie quand tu as des enfants et que tu as 45 ans qui est nettement supérieur que quand tu as 30 ans et que tu es tout seul. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plus dur, ça démarrait moins vite. Et puis après, on a eu avec Riyad cette idée de nickel. Et en fait, je suis parti direct dans le projet nickel qui a été très dur, mais qui a été... T'as fait combien de temps, du coup, de plus ou moins de conseils, du coup? J'ai fait fin 2010, 2013. On lance le projet nickel en 2011. On crée la société en 2012. Mais on lance l'activité en 2014. Donc c'est quand on fait la première levée de fonds nickel que là j'arrête le conseil et que je me mets à fond dans nickel. Et là, ce que j'entends... Donc je fais les deux en parallèle avec le conseil pendant 3 ans. C'est que tu obtiens un agrément, alors on va pas rentrer dans le détail, mais tu obtiens un agrément et quand tu obtiens cet agrément, tu as 2 semaines pour trouver 10 millions d'euros, je crois. 6 millions. 6 millions? Non, j'ai pas 2 semaines. En fait, le dossier d'agrément de la Banque de France, il est très précis, très technique. Tu vois tout l'IT, tu vois tout le business model, tu vois tous les risques, tu vois tout le staff, tu vois tous les contrats avec Mastercard, avec Monex, avec toutes les SLA de tous les contrats, donc les niveaux de service. Et donc c'est quelque chose de très très précis. Et une fois que tu n'as plus d'aller-retour avec la Banque de France, on avait déjà recruté une vingtaine de personnes, on avait déjà investi il y a 3 millions d'euros, tu vois, c'était déjà beaucoup. On se dit on va avoir le tampon de la Banque de France, l'agrément comme établissement de paiement pour lancer l'activité. Puisqu'il n'y a plus de questions et donc ça va passer au collège. Et les gars nous disent non, on ne peut pas passer au collège parce qu'il vous faut 6 millions de capital de plus pour qu'on ait confiance sur le fait que la boîte va pouvoir se financer pendant 1 an, etc. Et tous les investisseurs que j'avais et avec qui j'étais en discussion, je leur avais dit on va avoir l'agrément et on lève les fonds juste derrière. Et le fait que je n'ai pas l'agrément, pour cette raison technique, les gens pensent que le dossier est merdique et qu'on a été refusé par la Banque de France. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir, sans avoir l'agrément, aller chercher 6 millions d'euros. En 2012, le mot French Tech n'existait pas, le mot FinTech n'existait pas, les fonds seed n'existaient pas, il y en avait très très peu. Et du coup, je suis allé voir tous les investisseurs, je suis allé voir toutes les banques. Et voilà, ils sont venus plus tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais, quand tu fais un rendez-vous, c'est pour plus tard. Et finalement, j'ai trouvé 140 business angels qui sont des gens comme toi et moi, qui étaient des publicitaires, des gens qui avaient des boîtes de conseil en stratégie, des avocats, voilà, qui mettaient des tickets de 50 000, 20 000, 100 000, etc. Et puis, un de mes clients en conseil, que je salue, qui est Philippe Odo, a mis un gros ticket dès le premier tour. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, je suis allé voir le régulateur, je leur dis, j'ai que 3 millions. Okay. Mais est-ce que si j'ai 3 millions et j'ai 3 millions de lettres d'intention, si j'ai le tampon, vous acceptez? Ils ont accepté. Et du coup, j'ai levé 3 et 3. Et du coup, on a levé 6 avec des dilutions assez fortes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, il y avait pas de série A, il n'y avait pas tous ces fonds cibles, mais c'était très très bien. Et là, on est parti et tout de suite, ça a été une caisse de résonance incroyable parce que si j'avais dit je crée une banque en ligne de plus, ça n'intéressait personne. Mais j'ai dit, on fait un compte qu'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste, sans condition de revenu, y compris si on interdit bancaire. Et ça, c'est les fondations de Nickel. Et du coup, ça veut dire que ouvrir un compte en 5 minutes, ça n'existe nulle part. Tu as plein de paperasses partout d'ailleurs, et puis tu as ta carte 10 jours après. Là, en 5 minutes, tu scannes ta pièce d'identité, tu as une Mastercard qui marche avec un RIB, avec tout. Chez le buraliste, donc c'est le commerce de proximité dans les terroirs, etc., y compris pour les interdits bancaires. Et du coup, c'est un sujet de société, ça passe aux 20h. Donc on a lancé Nickel aux 20h de Claire Chazal. Si tu veux, tu as 6 millions de téléspectateurs qui apprennent qu'à Nickel. On a fait la matinale de RTL. Tu vois, et du coup, tout d'un coup, on a une caisse de résonance médiatique. Et après, on a fait cet accord avec la Confédération des buralistes, et je salue cette confédération, qu'on a fait rentrer dans le capital. Et avec qui on a une exclusivité. Donc on a la petite start-up. On a potentiellement 25 000 points de vente de distribution, plus la caution des buralistes, et du coup, ça a été très très vite commercialement. Mais par contre, tout 2014-2015, on perd 500 000 euros par mois. Et je lève par 2 millions, par 3 millions. Donc j'ai 6 mois de sursis. Donc je passe la moitié de ma route à aller voir tous les investisseurs en Europe. Et ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que c'est trop risqué, parce que c'est le début, etc. Et c'est que quand on commence à avoir quelques centaines de milliers de clients et qu'on commence à avoir un vrai business model et qu'on a plusieurs années et qu'on voit qu'il y a un taux de repeat qui est bon, etc., qu'il y a Partech
qui vient. Et Ouais. là, je fais une levée de 10 millions sur une valeur qui est importante. Et là, ça donne un énorme coup de booster. Et du coup, c'est en 2016, fin 2016, quand je dis on aura 500 000 clients en février, on fait 100% de croissance et on sera rentable en août. Tu vois, on lance une banque en 2014. En août 2017, on est rentable C'est fou. mensuellement. Mais on a gagné 4000 clients le premier mois, ce qu'aucune banque n'a fait d'ici là. Mais en novembre, on s'est parti en février, on gagnait déjà 10 000 clients par mois. Et le novembre d'après, on gagnait 20 000 clients par mois. Et le novembre d'après, on gagnait 30 000 clients par mois, si tu veux. Et aujourd'hui, on gagne 60 000 clients par mois. Une ville comme La Rochelle, tu vois. Et du coup, on n'a jamais eu de problème commercial. On n'a jamais eu de problème d'adéquation de l'offre par rapport à une attente qui est énorme sur laquelle je pourrais revenir. Mais par contre, on a eu des problèmes de financement, on a eu des problèmes de stabilité de l'IT, on avait des problèmes de fonctionnement de notre board, on a eu des tas de problèmes opérationnels qui faisaient que ça coûtait cher. Et puis tu recrutes des mondes en conformité, en service client, etc. Et du coup, ça coûtait cher. Mais finalement, quand je vois qu'Orange Bank s'est planté et que ça coûtait 1,2 milliard, alors que nous, pour 29 millions, on a créé une banque qui est devenue rentable, je me dis, il y a des écarts de monde absolument considérables. Énorme, énorme. Donc en fait, vous faites avec assez peu d'argent, si je peux dire, une croissance exceptionnelle que vous validez, je dirais, par la revente à BNP qui, je crois, s'est fait hyper vite. Oui, en fait, comme j'avais vu toutes les banques depuis le début oui. et qu'aucune ne m'avait accompagné, mais que je continue à les voir, en fait, j'ai jamais été... j'ai toujours considéré qu'il fallait que j'ai beaucoup d'amis et que même les gens qui n'étaient pas des amis seraient des amis demain. D'accord. Et du coup, tous les investisseurs qui me disaient non, j'allais les revoir. Toutes les banques qui m'avaient dit non, je continue à les voir. Parce que toi, tu étais vendeur à ce moment-là, en fait. Non, on n'était pas vendeur, mais tu sais, quand tu as levé beaucoup de fonds, en fait, il y a quelque chose de très compliqué quand tu crées une boîte, c'est qu'au début, tu es plénipotentiaire, tu fais une SAS et puis c'est toi le président. Et puis après, tu lèves des fonds et puis tu deviens minoritaire. Et puis on te dit, finalement, on va créer un conseil de surveillance ou un conseil d'administration qui va être élu par les actionnaires, et puis c'est lui qui va nommer et révoquer les dirigeants. Et du coup, il y a un moment où tu deviens finalement le salarié de la boîte que tu as créée, puisque tu es minoritaire et que c'est plus toi qui te nomme et qui te révoque. Et puis, comme je disais, j'ai fait rencontrer 140 business angels, j'ai fait rentrer Partech, j'ai fait rentrer Eight Roads, donc des gros fonds. Et ces gens-là, ils attendent un retour à un moment. Et du coup, je savais... Le temps, généralement, c'est 5-6 ans, ce qu'on dit. Alors, le private equity, aujourd'hui, c'est plutôt 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sorties, il y a très peu de liquidités. 5 ans, c'est ce qu'on aimerait, 10 ans, c'est ce qui se passe. 5 ans, c'est ce dont on rêve. Et on disait qu'avant, la liquidité aux investisseurs dans les fonds de private equity, c'était 8 ans, mais maintenant, c'est plutôt 10-12 ans. Tu vois, c'est des cycles assez longs, parce qu'il faut qu'il y ait des sorties. Et malheureusement, la bourse ne marche pas bien en France. Il n'y a pas de SPAC. Mais au final, vous avez fait 5 ans nous, on a fait 5 ans. On a fait 2012-2017. Et entre le moment où on lance l'offre, on a fait 3 ans, 2014-2017. C'est exceptionnel. Et et du coup, les banques les plus sharp, finalement, c'était les Espagnols. C'était Santander, c'était des BBVA qui venaient me voir tous les semestres, voir où j'en suis, etc. Et en fait, en novembre 2016, j'ai eu Santander qui est venu me voir et qui me disait qu'il voulait racheter. C'est-à-dire qu'il voyait que ça commençait à sentir bon quand j'avais dit que j'aurais 500 000 clients, que j'avais 100% de croissance et que j'allais devenir rentable. Et en fait, le moment où tu as toujours de la croissance et tu deviens rentable, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment, au début, tout le monde se dit ça ne marchera jamais. Ça, il ne faut jamais écouter les gens qui disent ça. Et puis, on me disait, il n'y a pas de modèle, ce sera une usine à blanchir. Et puis, à un moment, tu deviens attirant, d'où l'importance d'avoir cultivé les réseaux tout le temps. Et puis, en même temps, je discutais avec une autre banque française qui voulait regarder le dossier de plus près, etc. Et puis, quand Santander a fait son offre ferme, j'en discute à mon board. Et du coup, j'avais fixé un certain niveau de prix avec Santander parce que je voulais que les derniers investisseurs qui étaient rentrés fassent au moins x2 et que les premiers qui étaient rentrés fassent au moins x10, tu vois. Et du coup, j'en discute au board et j'ai dit, à partir de quel moment vous avez envie de retrouver votre liquidité avec mes associés fondateurs, on avait encore 40% de la boîte, mais la majorité se faisait dans un cadre de board. Et puis après, c'est des décisions d'assemblée générale où il faut convaincre les gens. Et du coup, Santander s'est mis sur le prix qui était attendu par le board. Et Partech, qui avait des fonds de BNP dans les fonds de Partech, a dit est-ce que je peux en parler aux différentes banques. Et du coup, on s'est réparti les rôles. On a discuté à différentes banques en disant ça risque de se cristalliser sur Nickel, est-ce que ça vous intéresse? Et la BNP a été très très rapide, très très efficace. Et du coup, j'ai discuté directement avec le DGD Thierry Laborde, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui avait envie de Nickel, qui avait envie de cette offre pour la techno,
pour la base de clientèle, pour la dynamique de croissance et pour la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise pour les clientèles les plus fragiles. Et du coup, ils ont été capables de me faire une offre en une semaine et de faire des due deals en 3 semaines. Parce que moi, pendant ce temps, je négociais avec Santander et je gagnais du temps en négociant tous les points de l'offre, etc. Et en fait, j'aime bien les entreprises où tu as un conseil d'administration, tu as une direction générale, tu sais qui décide. Et puis voilà, et puis j'ai négocié avec la BNP d'être rattaché directement à la direction générale, de garder la marque, de garder l'informatique, de garder le pricing, le modèle, etc. De rattacher hiérarchiquement finance, risque, conformité légale, mais de manière très pragmatique et simple. Ils nous ont beaucoup aidé là-dessus. Et tout le monde dit, mais pourquoi tu as vendu? J'ai pas vendu, j'ai changé d'actionnaire. C'est-à-dire que je suis passé d'actionnaire, personne physique, business angel, qui devait rémunérer leurs risques, des fonds d'investissement, à un actionnaire industriel stable. Et je peux dire que ça m'a simplifié la vie, parce qu'avoir plein d'actionnaires, c'est très compliqué. Avoir un board représentatif de l'argent qu'ils ont mis, c'est pas forcément compétent sur tous les sujets qui ne sont pas les sujets de leur entreprise. Souvent, des gens qui sont des entrepreneurs et qui t'ont accompagné ont très envie de copiloter la boîte avec toi, tu vois, ce qui ne se passe pas avec un fonds d'investissement ou ce qui ne se passe pas avec un actionnaire. Et depuis qu'on s'est rapproché de BNP, on a considérablement solidifié le modèle. Moi, j'avais un peu l'impression d'avoir construit une 2 chevaux avec un moteur surdopé et que je roulais à 130 à l'heure sur l'une de crête, tu vois. Et là, on a créé une belle berline qui avance bien, qui est solide, etc. Et du coup, j'ai aucun état d'âme sur... j'ai pas vendu ma boîte, c'est-à-dire que j'ai financé ma boîte. Si j'avais monté une boîte de conseil, j'aurais 100%. Mais là, tu as encore des parts dans la boîte? Non, j'ai tout vendu. J'ai accompagné pendant 3 ans. Et puis, vous avez vendu ça combien? Donc le chiffre n'était pas connu, mais tu l'as dit tout à l'heure. Et du coup, on a vendu ça à 260 millions. D'accord. Donc les investisseurs étaient contents? Les investisseurs ont fait x10. En 5 ans? Ouais. C'est exceptionnel. Donc, ils étaient très contents. Bravo. Et du coup, ça me permet de faire une transition sur la partie finance. Tu revends Nickel. Tu avais déjà eu une carrière avant, donc tu avais, j'imagine, commencé à investir ton argent d'une manière ou d'une autre. Tu sais que le sponsor de ce podcast, c'est Ramify notamment. Ouais, je connais bien. Ramify, donc acteur de la finance qui permet une belle fintech aux particuliers exactement d'investir à partir de 50-100 000 euros sur les marchés pour des gens qui ne connaissent pas trop. Toi, tu arrives, tu touches beaucoup d'argent d'un coup. Qu'est-ce que tu décides de faire avec cet argent pour le futur? Alors d'abord ne rien changer au mode de vie et ne surtout pas être bling bling. Ensuite, t'as pas acheté de Ferrari? Non. Alors ensuite, à la fois j'en touche beaucoup et c'est énorme par rapport à la majorité des gens, mais en même temps il y avait 140 actionnaires, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que. T'as pas touché 260 millions. Non, malheureusement, mais une belle fraction que ça, donc je suis très très heureux et très satisfait, il n'y a aucun sujet. Et du coup, j'ai décidé de faire 3 choses. D'abord, un niveau de vie personnel sympa qui fait que j'avais déjà cet appartement ici depuis 2006. Et j'ai décidé d'acheter une maison dans le Pays Basque. D'accord. Et d'équilibrer ma vie entre Paris, le Pays Basque et les Alpes. Et du coup, ça c'est déjà un coût d'avoir ça. Après, j'ai décidé de continuer à accompagner des entrepreneurs et du coup à faire une part significative. Et ce que font d'ailleurs, moi j'ai demandé à tous mes business angels de Nickel ce qu'ils faisaient de l'argent qu'ils avaient gagné. D'accord. Mais 85% le remettent dans des entreprises. D'accord. Donc finance la French Tech, finance la croissance. Donc moi j'ai décidé de faire la même chose et j'ai investi dans 5 dossiers par an comme business angel. 5 dossiers par an. Et j'accompagne ces entreprises. Donc je suis actionnaire d'une 20aine d'entreprises de la French Tech. Et je suis administrateur de 7 d'entre elles. Et je suis toujours président de Nickel. Et du coup je prends beaucoup de plaisir à aider les gens à grandir, sachant qu'il y a des boîtes qui se cassent la figure, il y a des boîtes qui marchent moyennement, il y a des marques qui... J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est normal. Et c'est pour ça que quand on fait ce métier-là, il faut vraiment avoir une bonne répartition des risques. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis à côté de ça, sinon, j'accompagne quelques assos avec des sujets personnels. Et notamment, là où je suis satisfait, il y a une des assos qui s'appelle Wake Up Café, qui aide les ex-détenus à se réinsérer dans les entreprises et dans le travail. D'accord. Et à ce moment-là, tu avais la vente du bateau de Thalassa. Et l'association Wake Up Café voulait racheter le bateau pour en faire une école de cuisine, qui est devenue le Quai Liberté. D'accord. Et l'asso réinsère
des milliers d'ex-détenus dans les entreprises, avec un taux de récidive qui est très très faible par rapport à la normale. Et on a, avec une bonne partie de mes actionnaires de nickel, aidé l'assaut à reprendre ce bateau. Ça s'appelle le Quai Liberté, c'est Quai de Beaugrenelle maintenant, en face de la Statue de la Liberté à Paris. D'accord. Et c'est un restaurant, lieu de réception, lieu festif, etc. Donc il y a quelques Et on peut aller là-bas. On peut aller là-bas, petit déjeuner, réserver le soir pour faire des cocktails clients, etc. Et c'est vraiment super, il y a une très bonne ambiance, c'est très bonne qualité. Et c'est vraiment un endroit super. Et du coup, d'avoir quelques actions comme ça. Et voilà, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pendant les 30 prochaines années ? Je garde une étincelle dans l'œil à continuer à être actif dans l'entrepreneuriat, mais sans être opérationnel directement. Donc en aidant les startups dans leurs projets, dans leur organisation, dans leur financement, dans leur relation avec les grands clients, dans leur relation avec les investisseurs, dans beaucoup de sujets, dans leur gouvernance, qui est très important. Et puis moi, je me fais une activité où je vais essayer de pas trop picoler, je vais essayer de pas trop grossir, et je vais faire du sport, je vais faire de la montagne, je vais faire du vélo. Et d'avoir un équilibre de vie entre la famille, les amis, ce qui me plaît énormément. Et là, j'ai fait cette traversée des Pyrénées qui dure 47 jours, donc je peux le payer de luxe aujourd'hui, de disparaître pendant 47 jours sans réseau, sans connexion, et d'aller me faire un plaisir inouï en pleine montagne. Et puis de rester actif et d'avoir, tu sais, la courbe du bonheur, elle est liée aux relations sociales. Alors, elle est individuelle de chacun, il n'y a pas de règle, hein, mais elle est avant tout liée au fait que tu es en bonne santé, ça c'est ce qu'il faut essayer de rester, mais que tu gardes des relations sociales qui sont agréables et qui font que tu as une envie de vivre qui est sympa. Et du coup, je ne prends pas ma retraite, je continue. Je continue d'une manière plus allégée. Si j'ai beaucoup de temps libre pour moi sans avoir les contraintes opérationnelles. Là, tu as un peu atteint un stade où tu arrives à vraiment faire ce que tu veux et consacrer beaucoup de temps dans des projets qui ne sont pas forcément productifs au sens capitalistique du terme, ou des projets qui le sont beaucoup plus. C'est une forme, on pourrait dire que c'est une forme de réussite, en tout cas si c'est ce que tu voulais. Si tu recroisais le Hugues qui avait 25 ans et que tu pouvais lui passer qu'un seul message là maintenant, tu lui dirais quoi ? Tu lui conseillerais quoi ? Aie confiance en toi et n'hésite jamais à faire le choix le plus difficile. En fait, mon principal ennemi, ça a été un moment, notamment, on n'a pas parlé de ça, mais avant que je lance Nickel, et quand je quitte Boursorama, j'ai des grands moments de solitude, où là, je me sens très très seul, et j'ai l'impression de ne plus être bon à rien. Et c'est quoi ? C'est la peur ? Ce que tu conseilles de faire, c'est d'aller au-delà de la peur. Et en fait, la peur, ça paralyse, et ça sert à rien. Et du coup, il ne faut pas avoir peur, il faut toujours rester optimiste, et il faut surtout il faut pas voir les choses en noir, il faut toujours tuer en soi le sentiment que les gens peuvent penser du mal c'est-à-dire que les gens ne pensent pas ce que tu penses qu'ils pensent. Et du coup, toi dans ta tête, faut que tu te battes pour toi dans ta tête, dis-toi toujours que tu es apprécié, que tu sers à quelque chose. Tu peux solliciter les gens, il faut jamais jamais hésiter à se faire aider, à aller voir les autres, etc. Et du coup, je dirais juste et confiance. Et confiance. Et à ton toi de 40 ans, tu dirais quoi ? Barre-toi de la Générale avant la crise Kerviel. Ah oui. C'est marrant parce que la crise Kerviel, c'est à la fois quelque chose qui semble avoir été très très dur, mais c'est à la fois aussi quelque chose qui fait partie de ton identité et qui t'a permis de faire en partie tout le reste. Alors, on l'a géré parce qu'on avait à peu près bien travaillé. C'est vrai que cet accident-là a été l'opportunité de créer Nickel que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu ça. Hugues, il y a pas mal de jeunes et de moins jeunes qui te regardent, qui ont des envies d'entrepreneuriat, qui ont envie d'avancer, etc. Si tu devais leur donner un conseil pour aller de l'avant, ce serait quoi ? Ne soyez pas seul. Ouais. Quand on est plusieurs, on est beaucoup plus fort. Une des forces de Nickel, c'est qu'on était 4 associés très différents dans le même bureau, on partageait tout. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner, à beaucoup parler, à beaucoup partager sur le haut et les bas, et à rencontrer beaucoup de gens. Soyez curieux et audacieux, quoi. C'est les deux choses que je peux dire. Merci pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 30 prochaines années du coup ? Il a rien, de
de continuer à découvrir des natures exceptionnelles un peu partout et plutôt en Europe que d'aller au bout du monde. Je ne suis pas le genre à aller à Dubaï, je suis plutôt le genre à aller marcher dans l'Asie centrale, dans les Dolomites. Allez acheter le livre de Hugues si ça vous intéresse, parce qu'il a traversé les Pyrénées à la marche pendant 47 jours. 47 jours. Donc allez regarder Le chemin de soi. le chemin de soi. Et ça, bon, mais je traite les hauts et les bas de la vie dedans. Et je traite aussi des sujets de société comme l'escalier social ou même l'intégration, mais des sujets qui me paraissent importants, mais surtout c'est une ode à la nature et puis c'est un guide pratique pour la haute montagne. Et du coup, de vivre vieux en bonne santé en essayant de prévenir le plus de gens autour de moi, quoi. C'est une très belle émission et c'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et là, du coup, on va redescendre en bas de la montagne maintenant qu'on a tout monté.